Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube Facebook Les mathématiques en couleur. On a vu dans la vidéo précédente les primitives. On va voir les intégrales pour ce cours-là. Et en principe, les primitives et les intégrales ne forment qu'un seul cours parce qu'il y a une très grande relation entre les primitives et les intégrales. En principe, c'est un seul cours et on l'a partagé en deux. Bon, allez, on va donner la définition d'une intégrale, soit f, grand F, une primitive de petit f sur A. On a vu les primitives, soit grand F, une primitive de petit f sur un intervalle AB. On appelle intégrale de f entre les bornes A et B. On appelle intégrale de f entre les bornes A et B. Le réel noté, c'est un réel, c'est un nombre qu'on note tout simplement. On met ce symbole S, on appelle ça intégrale de A à B, et on lit de f de x dx, c'est-à-dire on cherche la primitive de f par rapport à la variable x. Donc, on sait que donc la primitive de f, c'est grand F, donc on met f de x, on met des crochets entre A et B, et on calcule, on remplace x par b, par la borne supérieure, on appelle ça borne supérieure, et celle-là, c'est la borne inférieure. F de x entre A et B égale f de B moins f de A. Donc, c'est un réel, vous avez ici les deux nombres, calcule l'image de B par grand F moins l'image de A par grand F. A et B s'appellent les bornes de l'intégrale. Donc, tout simplement, l'intégrale entre les bornes A et B de f dx dx, on cherche une primitive de f, qui est ici grand F de x, entre les bornes A et B, on met deux crochets A et B, et on calcule f de B moins f de A, on trouve un nombre. Il peut être positif comme il peut être négatif, on appelle ça une intégrale algébrique. Et on verra par la suite, souvent les intégrales sont entre deux bornes A et B sont de nombres positifs à condition que f soit positif. On verra donc dans les exercices. Voici donc la définition d'une intégrale. Donc l'intégrale est indépendante de la primitive f choisie. C'est-à-dire si on a une primitive f, puisqu'on sait qu'une fonction possède une infinité de primitives. On prend n'importe quelle primitive et on calcule toujours f de b moins f de a, on trouve le même nombre avec n'importe quelle primitive choisie. Donc, l'intégrale est indépendante de la primitive f choisie. Parce qu'on sait qu'une fonction possède une infinité de primitives. On prend n'importe laquelle, on trouve toujours le même résultat. Remarque numéro 2, x est appelé variable muette. Ce x-là, on peut le changer, on peut changer le x par t, intégrale de a à b de f de t dt, intégrale de a à b de f de u de du, parce qu'on prend n'importe quelle primitive en fonction de x, ou bien en fonction de t, ou bien en fonction de u, on trouve toujours le même résultat. F de b moins f de a, c'est toujours, la notation, c'est f de x, une primitive de petit f entre a et b. On va voir les propriétés. Si on a la borne supérieure égale la borne inférieure, bien sûr, l'intégrale de a à a de f de x dx égale f de a moins f de a égale 0. Si on a la borne inférieure égale la borne supérieure, l'intégrale est nulle. Voilà. Inversion des bornes. Alors, si on inverse les bornes, intégrale de a à b de f dx dx égale moins intégrale de b à a. Si on met b à la place de a et a à la place de b, on affecte d'un signe moins intégrale. Ou bien, si on veut enlever le signe moins, on change les bornes. Moins intégrale de b à a égale intégrale de a à b. Dans les deux sens. C'est comme pour les vecteurs, le vecteur AB égale le vecteur moins BA, ou bien moins BA égale AB. C'est la même chose, donc c'est l'inversion des bords. Quand on inverse, on affecte l'intégrale d'un signe moins, ou bien si on veut enlever un signe moins, on change les bords. Et ça, c'est la fameuse relation de Chasles que vous connaissez déjà dans les vecteurs, dans les angles orientés, etc.
Donc, on va voir ici la relation de Chasles pour les intégrales. Alors, si f est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, et C est un élément de AB, l'intégrale de A à C de f dx dx plus l'intégrale de C à B de f dx dx égale l'intégrale de A, on va directement de la valeur rouge à la valeur bleue, donc de A à B de f dx dx. C'est comme le vecteur AC plus CB, ça c'est la relation de Chasles des vecteurs, le vecteur AC plus le vecteur CB égale le vecteur AB. Donc, c'est une relation des plus importantes. On l'utilise surtout dans les suites pour le calcul d'une certaine somme des suites définies par des intégrales. Donc, tout simplement, c'est une formule très simple. Si on a ici la borne sup égale la borne inf de la deuxième intégrale, on passe directement de la borne A à la borne B. On appelle ça la relation de Chasles des intégrales. Alors là, c'est des formules les plus simples. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, je peux diviser une intégrale. Si j'ai une intégrale de la somme de deux choses, je peux la partager en deux et dire intégrale de f dx dx plus intégrale de g dx dx. On a besoin de cette formule-là. Et le sens inverse aussi, si j'ai les mêmes bornes et la somme intégrale de la somme de deux fonctions, je peux les mettre sous le même symbole intégral. Alors, si j'ai un plus, c'est un plus. Si j'ai un moins, c'est un moins. Alors ça, c'est là aussi, c'est une formule des plus importantes, intégrale de A à B de alpha f dx dx. Si alpha ne dépend pas de x, et on a une multiplication, on peut faire sortir le nombre alpha à l'extérieur. Intégrale de alpha f dx dx égale alpha intégrale de A à B de f dx dx. Et pourquoi je donne quelquefois, j'explicite des formules? Ça, c'est la formule générale. Ça, c'est des formules qu'on utilise souvent dans les exercices, mais connaissant uniquement la formule générale, ces trois formules découlent de cette formule générale. Alors, si alpha égale 1, bêta égale 1, on a celle-là. Si alpha égale 1, bêta égale moins 1, on a celle-là. Et pour la troisième, qu'est-ce qu'on a? Alpha égale alpha et bêta égale 0. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la linéarité de l'intégrale, intégrale de A à B, de alpha f dx plus bêta g dx dx. Je peux la partager en deux. Ça fait alpha intégrale de A à B f dx dx, plus je fais sortir le bêta, bêta intégrale de A à B de g dx dx. Et ça peut aller dans les deux sens. Voici donc certaines propriétés de l'intégrale. Alors, comment montrer qu'une intégrale est positive? Quelquefois, on a des suites définies par des intégrales et on vous dit de montrer que l'intégrale est positive. Tout simplement, si pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f de x est positif, si l'intérieur est positif, et A est plus petit que B, bien sûr, alors l'intégrale est positive, trouve un nombre positif. Une intégrale est positive si l'intérieur est positif sur l'intervalle AB. Bien sûr, toujours, on a A plus petit que B. L'intégrale est négative si, c'est le théorème de positivité et de négativité de l'intégrale, si f de x est négatif et a est inférieur à b, donc l'intégrale, elle est négative. Si f de x est négatif et a plus petit que b, l'intégrale, bien sûr, elle est négative. Ces inégalités, donc, des petites remarques, servent souvent à déterminer le sens de variation des suites définies par des intégrales. Vous verrez dans mes vidéos sur le calcul et sur des exercices, des suites définies par des intégrales, qu'on va utiliser souvent ces formules-là pour démontrer le sens de variation des suites définies par des intégrales. Vous les trouvez dans mes vidéos sur les suites définies par des intégrales. Alors là, pour comparer les intégrales, si on a trois fonctions f, g, h définies sur un même intervalle AB, si on a f de x est compris entre g de x et h de x, et a est plus petit que b, alors l'intégrale
de g de x entre a et b est inférieure à l'intégrale de ab de f dx dx et inférieure à l'intégrale de ab de h dx dx. C'est tout à fait logique. On met l'intégrale ici, là et là. Si on a g inférieur à f inférieur à h. Cette double inégalité est utilisée souvent pour encadrer une intégrale. Quelquefois, on vous demande d'encadrer une intégrale difficile à calculer. On vous donne deux expressions g et h qui sont intégrables. On peut chercher leur primitive et calculer à gauche et à droite. Donc, on peut encadrer l'intégrale qui est au milieu. La réciproque est fausse. Si intégrale de f de x est compris entre g de x et h de x, on ne peut pas dire que f de x est compris entre g de x et h de x. Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Souvent, on vous demande la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Tout simplement, la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle, elle est notée f bar. Si le réel, c'est un nombre, noté f bar tel que f bar égale 1 sur b moins a, bien sûr, valeur moyenne sur l'intervalle AB. On fait 1 sur b moins a, c'est un nombre, intégrale de AB de f de x dx, f de b moins f de a. Et donc, on calcule la primitive entre a et b et on multiplie par le réel 1 sur b moins a. On trouve ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction. Ça, si une fonction, inégalité de la moyenne, si une fonction est comprise entre petit m et grand m, c'est-à-dire si une fonction est majorée par petit m et minorée par petit m et majorée par grand m sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f dx dx est comprise entre m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a. Bien sûr, ici, on passe aux intégrales. L'intégrale de m, c'est x, et x c'est mx, et x entre b moins a nous donne b moins a, et donc ça nous donne ici grand M b moins a, ici petit m, facteur de b moins a. On verra des exercices de ce type-là aussi dans les vidéos sur les intégrales et les suites définies par une intégrale. Bien sûr, si une fonction se trouve entre deux nombres petit m et grand M, minoré par petit m et majoré par grand M, c'est normal que sa valeur moyenne se trouve bien sûr entre le minorant et le majorant. Voici donc le cours sur les intégrales. Il manque uniquement l'intégration par partie que je vais donner dans la prochaine vidéo. Comme ça, l'intégration par partie est très importante, elle aussi, dans la détermination de certaines intégrales. Et donc, je préfère la donner toute seule. Allez, au revoir et à la prochaine vidéo.